On va accueillir Julien qui va nous parler de mob programming. Bienvenue à lui. Jingle. Ça y est, c'est à moi. Bonjour à tous, merci d'être là. Comme on vient de vous l'annoncer, moi je vais vous parler du travail en équipe, le véritable travail en équipe où vous allez travailler tous ensemble sur la même tâche, au même moment, avec un seul ordinateur. Normalement, c'est la promesse. Ça peut parfois faire peur, surtout aux devs, parce que, vous allez voir, je vous ai mis un petit disclaimer. Amis développeurs, si vous vous lancez dans des sessions de mob programming, vous vous exposez à augmenter significativement le nombre de vos interactions sociales. Et ça, on le sait, ça ne paie pas toujours. Parfois, quand vous arrivez dans les bureaux des devs, je ne sais pas chez vous, mais chez moi, ça arrive qu'on rentre plus dans la tanière du troll que la taverne accueillante. Mais ça, je crois que c'est un peu partout pareil. Mais il va falloir lutter contre ça, et puis ce sera des barrières à passer, et puis vous verrez que vous allez y gagner. Je m'appelle Julien Libert, je suis lead développeur chez Evolise, je travaille là-bas depuis 7 ans maintenant, ça fait beaucoup. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, Evolise, qu'est-ce que c'est? C'est une société qui édite un logiciel web de facturation et de gestion pour les entrepreneurs et leurs comptables, afin qu'ils puissent prendre des décisions rapides sur le pilotage de leur entreprise et voir assez tôt ce qui va pas, etc. Donc nous, on fait ça, on est basé dans le sud de la France, et je vais vous raconter notre retour d'expérience à travers tout le storytelling, un petit peu de ce qui s'est passé chez nous pour qu'on en arrive à faire du mob programming à plein temps, quasiment, dans mon équipe, et éventuellement à mi-temps dans d'autres équipes, ou pas du tout, ça dépend des équipes. À l'heure actuelle, notre entreprise, elle est composée de 3 équipes de développeurs, 3-4 développeurs par équipe. Ça représente 14 personnes sur l'IT parce qu'on a un testeur. D'ailleurs, on en recrute un autre, si vous en connaissez. On les accueille avec grand plaisir. On a un testeur, on a un Scrum Master, on a un Ops, et on est environ une 50aine d'employés, un petit peu plus. Je vous explique notre stack, parce que c'est aussi ce qui fait que le fait de me faire du mob programming, travailler ensemble sur un truc, on va en tirer parti. On est sur du développement web plutôt classique, avec du PHP, un framework Laravel, alors pas de partout, sur certains projets, du JavaScript natif, avec parfois par endroit, on a un vieux logiciel qui est mené et qui est fait pour durer dans le temps et durer encore, qui a déjà 15 ans maintenant. Donc on a du JavaScript avec du jQuery. On a des parties avec du Vue.js parce que y a des interactions utilisateurs un peu costauds à faire passer dans certaines parties du logiciel. Donc on s'est basé sur du Vue.js et ça nous a beaucoup plu, ça nous a rendu la vie facile et aux utilisateurs aussi. Du MySQL classique pour de la persistance de données, et on orchestre le tout avec du Docker. Ça fait beaucoup de petits trucs, on le sait, dans le web. On a plein de choses à connaître, mais on est rarement efficace sur tous ces domaines. On est en tout cas rarement au top sur tous les domaines en même temps. Donc je vais vous raconter l'état des lieux initial, la team John Doe, parce que pour moi, on était vraiment l'équipe classique. On a commencé comme beaucoup d'entreprises, avec plein de défauts, des qualités quand même, parce qu'on est toujours là après plus de 10 ans. Les débuts, c'est-à-dire que quand je suis arrivé, moi, il y avait beaucoup de code legacy. Il y en a toujours, je vous le rassure. Il y avait du code bloated. Le code bloated, je ne sais pas si vous êtes au courant. Donc quand on a du bon code legacy, on a des fichiers de 1000 lignes par endroit, on se dit oh là 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 là, comment on va gérer ça? Code bloated, c'est vous avez des fonctions de 300 lignes. Mais en fait, si vous vous penchez dessus, vous vous rendez compte qu'on pourrait arriver à résumer tout ça en 30 lignes. En fait, c'est juste du code complètement gonflé. Faut-il encore comprendre ce qui s'y passe à l'intérieur? On avait des devs qui étaient peu sensibles à la qualité et aux techniques modernes. Bref, toutes ces choses faisaient que la moindre feature présente était compliquée à maintenir, à comprendre, à améliorer. Donc, c'était pas le début, c'était pas forcément l'idéal. C'était pas toujours une partie de plaisir. On s'est réveillé vers 2018-2017. On a commencé à se structurer. On s'est dit non, là, ça peut pas durer. On s'est mis à l'agilité, puisque on a appris, comme beaucoup d'autres. On s'est dit tiens,
On va peut-être prendre un framework. On a choisi le framework Scrum qui nous correspondait. Il y en a beaucoup qui travaillent sur Scrum ici. Ouais. Ok. Donc je vais en parler, c'est pas essentiel, mais vous verrez, on va rentrer dans le détail de certaines pratiques qui sont plus ou moins dues à Scrum. On a itéré au début, bon, on n'était pas super fort. On a itéré, c'est le principe de Scrum en fait. Construire sur les itérations et on s'est amélioré. On est passé de sprint de 4 semaines à 2 semaines. Au final, ce qui nous convient le plus là depuis quelques années, on est sur des sprints d'une semaine. Les sprints, comme vous le savez certainement, on s'engage, par exemple, nous c'est une semaine, on s'engage sur un travail qu'on va rendre au bout d'une semaine. On va terminer des tickets, des tâches, des user stories au cours de cette semaine. Et donc on avait à l'intérieur de ce sprint, de chaque sprint, on a des process classiques. Les développeurs, qu'est-ce qu'ils font dans la semaine, en dehors des rituels, hein. Vous avez certainement les rituels, la planification, on s'est mis d'accord, la rétrospective à la fin, les délits, etc. Qu'est-ce qui se passe? C'est que on va sur sa machine, chacun code de son côté, on prend un ticket, on en prend un autre. On fait ensuite de la PR. La PR, c'est, normalement vous connaissez, hein, c'est la merge request, la pull request, selon ce que vous utilisez, Bitbucket, GitHub, GitLab. Vous avez aussi, c'est simplement de la revue de code en fait. Donc on fait des allers-retours, on dit non mais ça c'est pas forcément bien, tu devrais le faire comme ceci, comme cela, et on va revenir sur le code pour l'améliorer, pour garder une certaine qualité. Ensuite on passe tout ça, quand c'est validé, on passe ça au testing. Le testeur vient sur votre fonctionnalité, teste, regarde que tous les critères d'acceptance soient bien compris et bien réalisés. Et puis on recommence avec un autre ticket. Bien entendu, s'il y a des erreurs, on peut repasser du 2 au 1, du 3 au 1, et on repasse toujours dans la boucle. À ce moment-là, a émergé chez nous le rôle du lead dev. Parce qu'avec tous les problèmes qu'on avait avant, on s'est dit non, il faut être garant de la qualité de code, de l'uniformisation des pratiques, et donner des guidelines aux autres développeurs, etc. etc. Donc, c'est là où on s'est dit il faut forcément un lead dev qui approuve les pull requests, et éventuellement un autre développeur. Donc nous, on attendait 2 approuves pour continuer, émerger, valider une tâche. Donc, on a fait ça pendant longtemps, et puis tout va pour le mieux. Au final, je présume que beaucoup de personnes travaillent comme ça, avec de la revue de code, etc. Donc oui, tout va pour le mieux. Et aussi, non. Il n'y a pas tout complètement qui va bien. On avait beaucoup de frustrations qui étaient dues aux pull requests. Parfois, on a loupé des sprints parce qu'il y avait des attentes avant que quelqu'un valide une pull request. Il y avait des attentes parce qu'il y avait peut-être trop de retours qui étaient demandés, peut-être trop tardivement, etc. Et ça, c'est ce qu'on rencontre tous les jours. Il y a un petit schéma qui est de Dragan Stepanovic qui m'a gentiment donné la possibilité d'utiliser dans cette présentation, qui résume un petit peu comment ça se passe. Et là, vous retrouvez, pour ceux qui étaient à la conf d'avant, le lead time. J'y vais doucement. Donc, Dragan Stepanovic s'est posé sur l'efficacité de la pull request. Il a d'ailleurs en préambule, si vous regardez ça, sa présentation ou ses articles, vous verrez qu'il explique dans le détail toute la façon, comment faire une pull request correcte, quel est le problème avec les pull requests. Là, on a un schéma qui l'explique assez bien. On voit donc 2 développeurs, on a Emma et Lucas. Emma commence son ticket, le numéro 1, Lucas le numéro 2. Quand elle l'a terminé, elle demande au 2e développeur, donc Lucas, de passer sur sa pull request. Tout simplement, en attendant, elle part en réunion. Lucas n'a pas eu le temps de passer dessus. Il n'a toujours pas fini son ticket, lui il va en réunion, etc. Elle attaque un autre ticket, le ticket numéro 3. Puis finalement, elle est encore en réunion. Lucas est parti manger, il est passé sur la pull request, il a fait « Ah tiens, j'aimerais un petit retour ». En attendant, le retour est demandé, c'est Emma qui est partie manger, elle revient, elle fait son retour, etc. etc. Et il y a plusieurs allers-retours. Le problème, c'est que « Ah, mais tu as fait le retour que je t'ai demandé, mais on ne s'est pas bien compris ou je ne me suis pas bien exprimé ». Et ça, nous, ça arrivait souvent. Je ne sais pas si c'est le cas chez vous, je ne pense pas qu'on soit les seuls à avoir ce problème. Et la problématique, c'est que quand on a avancé sur le ticket 1, il est passé beaucoup de temps, mais le ticket 3, il a été avancé, et parfois, il est quand même
un peu liées au ticket 1, et si on fait tout le remaniement qui est demandé dans le ticket 1, bah, ça va impacter le ticket 3. Donc bah, c'est compliqué, on n'a pas forcément envie, et on se rend compte que bah, l'efficacité n'est pas forcément là. En tout cas, si on se base sur le ticket 1. Quand on regarde en bas, le lead time, on a mis 3 jours pour terminer le ticket 1. Alors que tous les temps cumulés, on aurait mis moins d'une journée. Donc, dans notre team John Doe, on avait plein d'irritants. C'était cette gestion asynchrone du code qui nous posait beaucoup de problèmes. Le rework, comme je vous ai dit, le fait de revenir sur une tâche une fois, 2 fois, bah, ça énervait les personnes. Et on avait aussi des personnalités aménagées. Parfois, les personnes peuvent le prendre pour elles. Pourquoi on m'embête? Pourquoi on me demande, on pinaille parfois sur ce que j'ai produit comme code? Bah, en fait, on en est venu à utiliser les conventional comments. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un peu comme les conventional commits. Vous savez, vous avez un genre de template pour rédiger votre commit. Vous mettez le titre, vous mettez un petit détail en dessous, etc. C'est structuré. Bah, c'est pareil pour les conventional comments. Ça vous permet de moins mettre d'affect. Mais par contre, ça prend plus de temps. Dans votre commentaire sur une pull request, vous commencez par préciser « Ah bah attention, ça c'est une question » ou « Ça c'est une suggestion ». Un éclaircissement. Là, bah, c'est du pinaillage. On peut préciser que c'est bloquant, non bloquant, et ensuite on explique ce qui se passe. Donc déjà, ça permet de ménager les personnes, mais en effet, il y a le problème que ça prend toujours du temps, donc on augmente ce lead time. Du côté des lead dev qui doivent passer sur toutes les pull requests, eh ben en irritant, qu'est-ce qu'on a? Bon, c'est pour les deux côtés aussi, c'est ce switch dont on a parlé juste à la conf d'avant, entre plusieurs US complètement différentes. Cognitivement, on était sur peut-être on était en train de faire quelque chose, on passe sur une pull request, ok, j'ai fini, c'était un sujet, je passe sur encore une autre pull request d'un autre développeur, attends, il faisait quoi? Je relis l'US, éventuellement je check out la branche pour aller voir comment ça fonctionne, s'il a rien oublié, etc. Donc ça prend quand même beaucoup de temps, et c'est pareil pour les développeurs, ils sont en train de développer, ils reviennent sur le travail d'avant, en se prolongeant sur ce qui était demandé. Tout ça, c'est du temps qui peut être un petit peu perdu. La taille des PR. La taille des PR, elle pose problème. Je sais, il y a eu des études qui ont été faites dessus, sur la concentration nécessaire et l'efficacité des pull requests. En clair, si on a des pull requests qui sont très petites, c'est à double tranchant. Soit il y a des personnes qui vont beaucoup pinailler, ah bah là tu pourrais faire comme ça, parce qu'il y a 3 lignes, ah tiens, si tu faisais comme ça plutôt, etc. etc. Ou l'inverse. Bon, il y a 3 lignes, ça n'a pas beaucoup d'impact, ok, ça a l'air d'être bon, tac, on passe, on valide. Et en fait, ça a cassé une partie profonde du code, on ne s'en est pas rendu compte. Si on a la taille moyenne, c'est l'idéal, parce qu'on a quand même un petit peu de contexte, on voit ce qui est demandé, on voit ce qui est modifié. Et ça, c'est quand même l'idéal. Ça ne va pas trop loin, parce que quand on arrive sur de la pull request qui contient 30 fichiers, ou même 10 avec beaucoup de code, ça peut être compliqué de se plonger dedans, de rester concentré tout le long, et de rester vigilant, et de comprendre tout ce qui s'y passe. Le sujet des PR aussi est important. Normalement, on le sait, on doit bien fractionner ce qu'on doit faire. On fait une pull request pour du renaming, une autre pour du refactoring, une autre pull request pour quand on ajoute de la fonctionnalité. Mais déjà, des fois, on est tenté, ah bah tiens, j'ai fait du refacto, mais j'ai rajouté une petite fonctionnalité là. Ok, sauf que en fait, ton refacto, il va pas. Donc je te bloque la fonctionnalité juste parce que tu as mélangé les sujets de ta PR. Le reste, ça m'allait. Donc tout ça, c'est ce qu'on vit souvent dans les équipes de dev. Et puis là est arrivée la révélation. On a la chance chez Evolis d'être souvent envoyé en conf. Et cette fois-ci, je suis parti à la Flowcon. Alors là, c'était moins tech. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis content de venir vous en parler ici, à des pure tech. C'était une conférence spécialisée sur les flux de travail. On n'y parlait pas de code, mais de flux de travail. Et là, il y avait une conférence sur le mob programming et son intérêt. Bon, ok, pourquoi pas. C'était Tommy Trigna, j'espère que je n'écorche pas son nom, mais vous avez la référence à la fin. Ok, pourquoi pas, mais j'ai plein de préjugés. Moi, j'en ai déjà fait. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ponctuellement ou occasionnellement du mob programming.
C'est-à-dire que vous vous mettez tous ensemble. En général, c'est quand c'est parti un peu en vrille qu'il y a une pull request qui traîne depuis 2 jours, on n'arrive pas à s'en sortir, il y a des allers, des retours. Non, mais ça va pas, non, mais on se comprend pas. Bon, allez, on prend nos ordis, on y va, à 3, à 4, et on fait tomber cette pull request ensemble. On s'en sort, c'est réglé. On n'a pas de structure, on ne sait pas comment faire, juste il y en a un qui prend son ordi, qui fait, on lui dicte, on l'aide, on partage nos idées, mais on ne le fait pas de manière récurrente. Et je me dis que si on fait ça, si on s'y met, il y a 2 personnes, 3 personnes qui vont être... non, il y a une personne qui va bosser, il y a 2, 3 personnes qui vont être là à côté à faire pas forcément grand-chose. Et bon, on va voir, on verra bien si on se dispute pas ou quoi, ça sera encore beau, mais bon. Et puis là, pendant cette conférence, j'ai la révélation, en fait, en tout cas, des promesses, des mots-clés qui font que je me dis, ah, c'est vrai que ça a l'air de quand même répondre à notre problématique. Quand vous êtes tous ensemble en train de travailler sur un sujet, vous êtes monotâche. Ça, déjà, ça change la donne. On est tous en train de faire la même chose, ensemble. Donc ça peut être assez pratique et assez rapide. Il y a le partage des connaissances. Bon, comme je vous disais au tout début, dans une stack un peu web, il y a plein de sujets. On n'est pas tous au top sur tous les sujets. Et là, en gros, l'avantage, c'est que ça peut donner de la cohésion d'équipe. Les reviews sont instantanées et permanentes, puisque il n'y a plus besoin d'en faire en fait de la pull request. On est tous d'accord sur ce qui a été fait. On peut éventuellement faire une branche pour validation et valider le merge pour être sûr qu'on n'a pas écrit de bêtises ou quoi juste avant d'y aller. Mais on a plus besoin de se demander est-ce que le code vous convient. On s'entraide en gros et on apprend des autres. Personne ne se bloque. Donc ça c'est un vrai plus par rapport à ce qu'on vivait. J'entends parler d'onboarding aussi. Nous, on a connu, on était mauvais en onboarding. On était mauvais parce qu'on n'avait pas forcément envie de prendre le temps, on avait envie que les gens soient vite autonomes. Donc on faisait un peu comme on pouvait. Et là, je me dis, ça peut être une vraie bonne solution. Si on travaille ensemble, forcément, onboarder par défaut. Le lissage juste à voir, le code ownership partagé. Il n'y a plus une seule personne qui connaît cette partie du code, cette fonctionnalité. Bref. Pour s'y mettre, ça c'est toutes les promesses, c'est tout ce que vous pourrez gagner si jamais vous essayez. Pour ça, il y a quand même une structure à prendre. Et il y a des prérequis. Donc les différentes étapes pour faire de la mise en place du mob. Déjà, en plus de convaincre vos supérieurs certainement de pouvoir faire du mob programming, il vous faut plusieurs choses. Il vous faut un bureau au calme. Parce que nous, on avait un open space où on était tous les développeurs ensemble. Si on se met à parler tous ensemble toute la journée, ça peut être compliqué pour les autres. Et inversement, on peut venir nous déranger lorsqu'on est sur un sujet. Donc le mieux, c'est d'avoir un bureau au calme. Nous, à l'heure actuelle, on utilise un bureau spécifique pour faire du mob programming. Des fois, 2 équipes en parallèle sont dans le même bureau pour faire chacun du mob programming de leur côté. Ça ne nous gêne pas trop encore, ça va. Il vous faut un grand écran, alors soit une TV, soit un grand écran, soit un projecteur, parce qu'il faut que tout le monde puisse voir et puisse comprendre ce qui est fait. Il y a la problématique de l'ordinateur. Alors là, il y a plusieurs écoles. Est-ce qu'on prend un ordinateur dédié, qu'on demande à la société, il nous faut un ordinateur dédié. Alors là, ensuite, il y a le cas de, est-ce qu'on prend un ordinateur neutre, ce qui est souvent préconisé. Qu'est-ce qu'on appelle neutre? C'est-à-dire, on va prendre un PC, on va mettre un Linux dessus, donc c'est pas un Mac, c'est pas du Windows, etc. Donc souvent, c'est ce qui est préconisé. Nous, dans notre expérience, on a fait un ordinateur tournant. Bon, on le faisait tourner soit à la journée, c'est-à-dire que aujourd'hui, on va utiliser ton ordinateur, ou à la semaine. Cette semaine, on utilise ton ordinateur, la semaine d'après, on est passé parfois. Nous, on choisit notre stack, notre équipement. Quand on arrive chez Evolise, on peut choisir, moi j'ai un Mac, il y en a d'autres qui ont des PC, etc. On choisit notre IDE, donc certaines sont sur PHP Storm, etc. Donc tout ça, nous on a choisi de le faire tourner pour qu'on ne soit pas bloqué. Bon, ça peut faire grincer des dents parfois, mais bon, il y a des choix à faire. Le clavier, prenez impérativement un clavier déporté. Pourquoi? Parce qu'il va falloir le faire circuler. Oui, c'est un peu archaïque, mais c'est le plus efficace à mon sens. Après 1 an de travail comme ça, c'est le plus efficace. Je reviens sur les claviers. Oui, le clavier déporté, pareil. Oui, on va nous dire, ah mais moi il me faut un clavier Mac, moi il me faut un clavier mécanique. Oui, vous prenez un clavier. Ça marche, qui fonctionne. On n'est pas en train de faire la course non plus lorsqu'on écrit le code. Vous verrez en pratiquant. La souris, par contre, elle doit être impérativement ambidextre.
gaucher-droitier, ne rentrez pas dans le jeu, je suis gaucher moi-même, de ah mais moi j'ai inversé les boutons de la souris. Non, bah là tant pis. Le bouton principal, c'est le bouton à gauche. Et un tableau blanc très important parce qu'il va vous aider à structurer toute votre session de mob programming. C'est vraiment la colonne vertébrale de ce que vous allez faire. Et il ne faut vraiment pas hésiter, pas le perdre. Je sais qu'au fil du temps, parfois, on peut perdre cette pratique. Et c'est dommage. Je l'ai revu en préparant cette conf. On l'utilise moins et c'est un défaut. Alors, maintenant, je vais me baser sur le déroulé de la journée typique. Alors, DevQuest oblige, nous, on est partis comme des barbares. On est allé, on a commencé de 10h du matin jusqu'à 16h le soir. Pas non plus toute la journée, mais c'est beaucoup. Et ça, tous les jours. Je dis, bon, bah, faut qu'on teste, on teste à fond, on y va. Et c'est très fatigant, surtout au début. Le fait d'être en interaction sociale permanente, d'être concentré, focus, ça peut être vraiment fatigant. Donc il y a des personnes qui préconisent de faire ça au début une fois par semaine, une demi-journée. Voilà, tester. La problématique, ce qu'on rencontre, c'est qu'on est synchronisé, et puis après l'après-midi, si on fait qu'une demi-journée, ben on se redésynchronise puisqu'on commence d'autres tickets, etc. Donc tout ça, c'est des problématiques. Moi, je n'ai pas la solution. On est parti comme des bourrins. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? C'est que un élément important, c'est le Pomodoro. Ça, je ne l'ai pas mis dans l'équipement, mais c'était pour donner l'effet de surprise. C'est de découper toute votre journée grâce au Pomodoro. Je ne sais pas si vous connaissez la technique. Elle paraît un petit peu archaïque. Le Pomodoro, c'est simplement le petit minuteur de cuisine. Alors, soit vous en prenez un physique, soit vous l'utilisez. Il y en a plein en ligne. Nous, on utilise pomofocus.io, qui est très pratique. Le principe, c'est de prendre 25 minutes, de bosser à fond. Et ensuite, quand c'est le Pomodoro sonne, on s'arrête. On prend 5 minutes de pause. Pendant ces 25 minutes, on est complètement focus. On ne regarde pas son téléphone, on n'est pas en train de faire autre chose sur notre ordinateur, etc., etc. On est vraiment tous focus afin de pouvoir être tous efficaces. C'est aussi pour ça que le clavier tourne. Vous le verrez plus tard. Ensuite, vous prenez votre pause de 5 minutes. La pause de 5 minutes où vraiment il faut la prendre, pas continuer à chercher ce qu'on fait, parce qu'il faut s'aérer l'air, prendre l'air, aller fumer une cigarette pour ceux qui fument, aller boire de l'eau, faites n'importe quoi, discutez avec d'autres collègues, et ensuite vous vous y remettez. Vous faites ça en cycle tout le long, et après il y a des pauses de 15 minutes au bout de 4 Pomodoro pour un peu plus décompresser. Ça permet de donner du rythme et de se rendre compte, vous connaissez l'effet tunnel des développeurs. Des fois vous vous mettez sur une tâche, vous avancez et vous êtes bloqué, et la matinée elle est passée, puis vous y remettez l'après-midi et ben, vous êtes bloqué encore, et la journée est arrivée à sa fin, et ben, vous n'avez pas beaucoup avancé en fait. Et vous n'avez pas vu non plus la journée passer. Mais grâce à ça, grâce à cette technique, vous pouvez vous rendre compte du temps qui passe. Le tableau blanc, il va se coupler au Pomodoro. Là, je vous ai mis un exemple de la manière dont on l'utilise. Nous, on met le titre de l'EPIC sur laquelle on travaille. Vous pouvez mettre l'objectif de sprint ou ce que vous voulez, le ticket sur lequel on est. Et surtout, on met ce qu'on doit faire dans les 25 minutes de travail. Alors ça paraît, cette technique Pomodoro, on se dit, oh, il y a beaucoup de pauses quand même. Mais en fait, si on est complètement focus, vous verrez que vous êtes beaucoup plus productif que si vous êtes derrière votre ordinateur sans compter quoi que ce soit. Parce que donc dans ces 25 minutes, vous vous dites, je vais devoir faire cette tâche qui est découpée. Donc elle est comprise par votre ticket Scrum, par exemple, mais vous détaillez tâche par tâche que vous devez faire dans les 25 minutes. Si jamais vous n'arrivez pas à terminer cette tâche dans les 25 minutes, vous la reprenez le Pomodoro d'après. Mais le fait de rester une fois, 2 fois sur le Pomodoro, vous vous dites, tiens, ça fait déjà 2 fois, on est peut-être dans la mauvaise direction. Après, vous pouvez peut-être prendre des décisions plus pertinentes au bout de la 3e, dire, bon, on prend le problème par le mauvais bout, peut-être qu'on a des questions, des questions en suspens, des problèmes, des questions à poser au PO, etc., etc. Il peut y avoir plein de choses. Le bas du tableau, très important, vous y notez toutes les problématiques auxquelles vous n'avez pas à répondre dans votre tâche. C'est-à-dire que lorsque vous vous développez, des fois vous vous rendez compte de choses, de cas particuliers. Ah tiens, il y a ce cas qu'il faudra gérer, on n'y avait pas pensé.
Ça, vous le notez là, parce que là, vous êtes focus et vous foncez sur ce que vous devez faire dans ces 25 minutes. Il y a parfois des questions qui se posent, que vous devez poser au produit. Pareil, vous les mettez là. Il y a parfois des tâches administratives, vous l'écrivez là, vous y penserez. Et au fur et à mesure, vous effacez et vous avancez. Dans ces sessions de Pomodoro et de mob programming, surtout de mob programming, il y a des rôles. Il y a le pilote, en particulier, c'est celui qui a le clavier, c'est celui qui va coder. Attention, le pilote, il ne prend pas de décision. Il écrit simplement le code, il s'occupe simplement de la syntaxe et du langage, en fait, c'est tout. Il pose des questions éventuellement s'il ne sait pas où aller ou quoi faire, quoi écrire, et c'est tout. Un des rôles primordiaux, c'est le navigateur, qui lui va avoir la vue d'ensemble. Il va être là pour faire émerger la communication entre les personnes, les idées. Il va faciliter la discussion et il explique le problème, il le découpe si nécessaire, etc. etc. Pour ce qui est des recherches Stack Overflow ou ChatGPT si besoin, ce n'est ni au pilote ni au navigateur de le faire. Il faut les limiter. Si un des membres de l'Assemblée peut prendre les devants et se dire, bon, je pars en éclaireur, donc un nouveau rôle, je pars en éclaireur, je vais voir comment on peut solutionner le problème. Ça permet de rester focus pour les autres et qu'il soit un petit peu en avance et qu'il ait déjà la solution de comment on va faire pour résoudre telle ou telle chose qui arrive. Voilà pour les différents rôles. Le résultat, c'est que tout d'abord, le fait d'être à... Nous, on utilise en équipe... Alors, sur le long terme, je n'ai pas parlé du nombre de personnes dans une séance de mob programming. Vous pouvez être 3, 4, 5. Nous, l'idéal sur le long terme, et surtout sur la fréquence, c'est 3. 3 personnes, c'est l'idéal pour nous. On le fait parfois à 4. Mais ça peut être plus difficile, surtout sur la durée. Qu'est-ce que ça a donné? C'est qu'on n'a pas baissé notre vélocité. Notre vélocité n'en a pas pâti. Par contre, on a eu plein d'avantages. Donc on est devenu la team force spéciale. Bon, chez la DevQuest, c'est plutôt cette team force spéciale. En gros, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on avait eu, bon, comme je vous ai dit, on n'a plus de problème de décision à rallonge, etc. Les décisions sont rapides, le feedback est immédiat. On apprend plein de choses au fur et à mesure sur l'IDE, par exemple. Ah bah tiens, ton IDE, tu fais comme ça pour faire tel raccourci, etc. Ça, c'est des petits trucs, mais c'est hyper important, on ne les partage pas forcément. Le fait de voir quelqu'un passer... Le fait de voir quelqu'un utiliser un IDE et qu'on change de rôle au fur et à mesure dans la session de mob, je me rends compte que j'ai oublié de vous en parler. On change vraiment de rôle dans une session de Pomodoro de 25 minutes. On passe le clavier environ toutes les 10 minutes. Ou si vous êtes 3, vous essayez de le découper le temps, etc. Pour qu'on reste en éveil et qu'on ne se repose pas qu'on ne se laisse pas aller à divaguer, à penser à autre chose. J'ai oublié de vous le dire, c'était hyper crucial. Mais donc voilà, vu que le clavier tourne, on voit comment les personnes utilisent leur IDE. On voit comment on apprend des tips sur le framework. Ça c'est super, on a des détails. Tiens, toi tu fais comme ça, ah mais c'est plus pratique de faire comme ça parce que Doctrine est plus pratique et fait des requêtes. Bon, nous on n'a pas Doctrine parce qu'on est sur la Ravel, donc c'est Eloquent. Ah ouais, quand tu fais une requête comme ça, elle est beaucoup plus courte et beaucoup plus rapide à exécuter quand tu passes par l'ORM, etc., etc. Il y a des problèmes de stack qu'on voit sur la stack, puisqu'on fait tourner les ordinateurs, qu'on peut résoudre, puisqu'on est plusieurs. Ah je l'ai déjà eu, on peut échanger. Des façons de tester, parce que on n'est pas tous égaux sur comment tu testes ton dev. Il y en a qui testent très vite. Là, le fait de le faire tous ensemble, on peut voir que c'est aussi utile de tester correctement avant de l'envoyer au service qualité derrière, qui de toute façon va nous le renvoyer dans les dents si c'est vraiment mal testé. On apprend plein de choses. Ça, c'est la première qualité. Ensuite, on a un petit schéma où on a le lissage des connaissances tech. Là, j'ai mis que les connaissances tech, mais ça, vous allez voir, ça correspond à plein d'autres choses. C'est-à-dire que, comme je vous le disais au début, on n'est pas tous égaux. Mais sur l'ensemble du groupe, sur tous les sujets, sur l'ensemble du groupe, là, on voit la courbe bleue, le développeur 3 n'est pas très fort en PHP. Par contre, on a le jaune qui est au top. Et c'est pareil pour différents trucs.
L'intérêt, c'est de voir que la courbe, en fait, en haut, dans votre session, il y a toujours quelqu'un qui est au top sur la techno sur le problème que vous affrontez, sur la techno que vous utilisez. Au niveau de la connaissance métier, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des spécificités métiers qui se gagnent avec l'expérience et seulement avec l'expérience. Nous, on est un logiciel de facturation, on crée des lignes de comptabilité, de pré-comptabilité. On n'est pas comptable et il n'y a pas tout le monde qui sait le faire, il n'y a pas tout le monde qui a cette connaissance. La problématique, c'est qu'est-ce que c'est? Je suis obligé de sélectionner les personnes à qui on donne les US ou les tickets à faire? Non. La problématique, c'est que là, elle est résolue dans le sens où on est tous ensemble et il y en a forcément un qui est au courant, la plupart du temps. La connaissance de l'outil aussi. Au niveau du code, on sait qu'il y a des parties qui sont profondes et peut-être les de nouveaux arrivants ne sont pas en mesure de voir l'impact de ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire, ça touche quelque chose qui va toucher à plein d'endroits du logiciel et qui va certainement faire péter des fonctionnalités. Ça, c'est pareil, c'est lissé. Tout le monde, le fait d'être en groupe, ça permet de partager cette connaissance de manière assez rapide. On a gagné énormément en cohésion. Au fur et à mesure du temps, en fait, déjà, tout d'abord, on passe de bons moments. On n'est pas tous avec notre casque dans notre coin. On passe de bons moments, on rebondit sur les idées des uns des autres. Avec le temps, c'est assez appréciable. On s'entraide, les gens sont contents de se voir le matin. C'est assez appréciable. C'est surtout que n'importe qui peut répondre ensuite en réunion. S'il y a une réunion à propos d'un sujet précis sur lequel on travaille, n'importe qui peut y aller et peut répondre, puisqu'on a tous normalement le même niveau de connaissance à ce propos. Pour corriger un bug. Là, c'est pas « Ah tiens, il n'y a que toi qui sais, tu peux y aller ». Non, là, on peut tous normalement faire face à ça. Et surtout, on comprend le rôle de chacun. La problématique qu'on avait au début avec les pull requests, c'est que quand je vous disais qu'on avait des leads tiraillés qui disaient « Ah là, des fois, j'aimerais lui faire refaire, mais bon, ça impacte tout son travail derrière ». Là, on est en face à face, on le voit direct. On dit « Bon, qu'est-ce qu'on fait? On refait tout mieux, on améliore ou tant pis ?» Ouais, des fois, il y a des décisions. Des fois, même le lead, moi, ça m'est arrivé de dire « Bon, là, tant pis, on laisse un peu crado. Je sais, je vois qu'on pourrait faire mieux. Je suis d'accord avec vous, mais on a des délais à respecter. Et là, on va passer. » Et là, les développeurs sont beaucoup plus enclins à le comprendre que lorsqu'on travaille de manière asynchrone. Dans les forces spéciales, je reste sur cette image, il y a des départs, des arrivées, en effet, des départs parce qu'il faut savoir accrocher, c'est dangereux d'être développeur. Il y a surtout aussi des mercenaires, des fois, qui vont ailleurs. Et ça peut poser problème, parce que parfois, pour une entreprise, ça peut être difficile, justement, quand il y a une personne qui est très qualifiée sur le métier, qui va partir, qui va arrêter qui va partir de l'entreprise, ça peut avoir un gros impact sur le développement des futures fonctionnalités. Quand on doit repasser des améliorations, quand on doit repasser sur certaines parties, plus personne n'a la connaissance, et là, on rame, on est plus lent, etc. Grâce au mode programming, vu que le savoir est plus partagé, ça limite cette casse. Les arrivées, comme je vous en parlais tout à l'heure, au niveau de l'onboarding, il y a moins d'efforts à faire. Les personnes se sentent plus rassurées. Nous, développeurs et lead développeurs, on a moins de temps à passer spécifiquement avec une personne qui vient d'arriver, qui est nouvelle, qui est débutante. Là, le débutant arrive, s'imprègne de nos process, notre manière de faire, il voit par l'exemple et il fait en même temps. Il n'est pas juste observateur, puisqu'on l'intègre directement dans les sessions de mob, il prend le clavier et il peut être guidé, donc il n'y a pas de souci. Donc tout ça limite les impacts à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a des obstacles, à votre avis? Oui, plein. Une belle image pour la DevQuest. Il y a plein d'obstacles. Qu'est-ce qu'il y a comme obstacle? Déjà, tout le monde n'est pas d'accord. Il y a le petit confort personnel de chacun, des fois, derrière son ordi, qui dit « Non, mais moi, je suis bien avec mon casque, j'ai pas envie… » Voilà, il a l'envie, il y a des gens qui n'ont pas envie. Donc il faut mettre de l'énergie, de l'entrain, à dire « Viens, essaye, etc. » Il y a surtout la peur du jugement, la peur d'être en permanence confronté au regard des autres, la peur de se tromper, parce qu'on a le clavier et les autres voient en direct que des fois, je me trompe quand je tape sur mon ordinateur.
Euh, Tout ça, je me trouve peut-être nul en algo. Ça arrive à n'importe qui, bah, n'importe quoi. Et ça va être des énormes freins. Tout ça, il faut en parler. Il faut prévenir avant de commencer. Il va se passer on va tous ensemble, il ne va pas y avoir de problème, on n'est pas en train de juger. Dans tous les cas, c'est peut-être cet inconfort au début qui va nous faire progresser parce que bah, vous allez commencer à vous connaître les uns les autres de manière mieux. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Il y a un truc qui est important qui peut arriver, c'est qu'il peut y avoir lors des sessions de mob programming des caractères forts qui peuvent écraser les autres. Donc le navigateur a un rôle très important. Ce rôle-là aussi tourne lors d'une séance de mob programming. De donner la parole à tout le monde, faire émerger les idées de tout le monde. Parce que s'il y a un caractère fort, ça peut être très difficile de faire émerger d'autres idées et d'autres alternatives sur la façon de résoudre un problème. Bref, la peur du changement, tout ça, vous allez avoir plein d'obstacles. Mais en conclusion, qu'est-ce que je peux vous dire? Testez. Testez quand même, vous verrez. Et testez quand même assez longtemps. Ajustez, parce que bah là, moi je parle de Pomodoro de 25 minutes, mais bon, après vous pouvez prendre des 30 minutes, 35 minutes. Vous vous adaptez en fonction de vos équipes. Pareil, le nombre de personnes, tous les combien de temps on fait circuler ce clavier. Est-ce que nous, par exemple, on ne fait plus circuler le clavier? Moi, j'aimerais y revenir parce que c'est une problématique, je trouve, c'est moins pratique, puisque tout le monde a son ordinateur. On utilise un outil qui s'appelle mob.sh. En gros, on a commencé à travailler, on fait mob next, hop, c'est transparent, ça commit, ça pousse. Et ensuite, bah, l'autre peut faire un mob start et il redescend, ça le remet dans le même état dans lequel j'étais sur mon ordinateur. Mais comme ça, il n'y a plus le problème de c'est mon clavier, c'est ma conf, etc. Mais au final, je trouve qu'on y perd dans d'autres aspects. Essayez, ajustez, comme je vous dis. Après, insistez, parce que c'est pas en une semaine qu'on voit les bénéfices, c'est vraiment avec le temps. Peut-être plus un mois, 2 mois, pour voir un petit peu les fruits que vous en tirez. Il faut peut-être faire des rétros spécifiques au début, surtout si vous êtes en Scrum, pour vraiment parler, voir ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé, ce qui peut être amélioré. Bref, laissez-vous le temps. Et après, oui, c'était la conclusion, mais il y a aussi les après. Le mob comme outil de recrutement. Oui. En fait, on ne s'est pas arrêté là. On a vu, bon, on n'a pas inventé par contre. On a entendu parler de personnes qui utilisaient le mob programming comme outil de recrutement, c'est-à-dire, bah, vous avez tous peut-être le cas de tests techniques lorsque vous recrutez dans votre entreprise. Bah, vous avez des personnes qui viennent, on s'entretient un peu avec elles, et ok, c'est bon, bah, prends cet ordi et fais le test qu'on te demande. Ou elles font chez elles, etc. Mais c'est pas forcément le mieux. Déjà, les personnes, quand elles sont sur place, peuvent être stressées. C'est pas son environnement de dev, on ne comprend pas forcément les contours du problème, etc. Nous, on propose l'inverse. C'est-à-dire qu'on demande à la personne, pour son entretien, de venir avec un exercice. Bon, il y a des plateformes pour ça, alors vous pouvez utiliser du coding game ou autre. De choisir un exercice qu'on devra réaliser ensemble, en mob programming, parce qu'on va travailler en équipe, et même si vous ne travaillez pas en équipe, en mob programming, vous, tous les jours, vous travaillez tout de même en équipe en asynchrone, mais vous êtes tout de même en équipe. Donc là, on lui dit, tu viens, tu choisis un exercice sur le langage qu'on lui propose, du PHP ou du JavaScript, ou ce qu'on veut, ce qui nous correspond. Et cette personne doit donc avoir fait l'effort, donc il y a un meilleur engagement de sa part, puisque s'il vient passer l'entretien et qu'il a déjà préparé, c'est déjà un plus. Il va devoir nous exposer le problème, nous l'expliquer, et on va travailler ensemble, on va voir nos interactions, comment ça se passe. Est-ce qu'on arrive à se comprendre, à s'écouter? Est-ce que les interactions sont fluides? Comment il organise ses idées? Comment il organise son algo? On le voit, on le fait en live, et comment il rebondit à nos propres idées. Et ça, c'est vraiment un gros changement, et ça nous a enlevé des gros doutes sur certaines personnes. On a eu plusieurs cas de figure. On a eu le cas de figure de quelqu'un qui voulait montrer qu'il était très fort, donc il est arrivé avec un problème ultra compliqué. Sauf qu'il faut l'expliquer ton problème, il faut qu'on le comprenne en 30 minutes, il faut qu'on le boucle. Donc même s'il peut avoir déjà apporté la solution, non mais là tu nous as rien expliqué, en fait t'es arrivé, tu nous as déballé du code, nous c'était pas ça qu'on demandait.
Et à l'inverse, on peut arriver avec un exercice simple, mais qui va être mieux expliqué, qui va permettre d'interagir de manière plus fluide, et ben, c'est souvent le bingo pour ça. Donc nous, ça nous apportait vraiment beaucoup de plus de travailler avec ça. Je sais que ça avait même été, on travaille des fois avec un BTS, par chez nous, dans le sud de la France. Il nous a vu travailler, et ils ont essayé ça même en classe, parce qu'ils avaient des problématiques d'élèves qui restaient en retrait. Et ben, ils ont essayé cette pratique en cours, justement, de faire tourner, ah bah tiens, c'est à toi, c'est à toi, c'est à toi, parce qu'ils avaient les moyens, ils avaient un rétroprojecteur et tout, et ils faisaient passer toutes les 10 minutes le clavier lors de TP. Et ils en étaient assez contents. Donc voilà, vous pouvez l'utiliser sur plein de sujets. Voilà, j'arrive à la fin de ma présentation. Je vous mets les références. Donc il y a Tommy Tigna, c'est la personne qui a fait vraiment le déclic chez moi, qui a fait tout le détail sur comment faire du mob programming. Vous avez Dragan Stepanovic qui parle beaucoup justement de la pull request, des effets pervers de la gestion asynchrone. C'est assez intéressant, et comme ça peut bloquer votre delivery. Émilie Bache qui vous explique des petits pièges sur la méthode, les travers dans lesquels il ne faut pas tomber. Et puis je vous ai mis des références aussi, mob.sh pour si vous ne voulez pas faire tourner l'ordinateur mais que vous voulez utiliser chacun le vôtre. Pomofocus, Code Together parce que vous êtes peut-être en remote pour certains. Donc là, ça permet de partager votre IDE, de voir à distance ce que fait l'autre, etc. Et puis Conventional Comments dont je vous ai parlé au début, qui, si vous ne faites pas de mob programming, est quand même un très bon outil pour ménager les personnalités lorsque vous faites des commentaires. Voilà, merci à vous. Est-ce que vous avez des questions? Ouais, donc on va faire passer les micros. Hein. Et juste un truc, vous avez vu qu'au début m'est arrivé une petite blague, et la blague c'était moi, faut pas mettre la main sur l'antenne quand vous posez vos questions. C'est pour ça que ça coupe. Bon. Bonjour. Oui. Je suis Hubert, donc développeur à la Massif. Oui. J'ai bien suivi en fait l'explication. J'ai juste une question. Supposons qu'on a plusieurs projets. Oui. Et qu'on doit travailler sur cette méthode-là où il faut passer les claviers. Mais comment faire dans ce cas où on a plusieurs projets à livrer en fait assez rapidement, on a vraiment ce défi des temps? Comment ça se passe dans ce cas? Comme j'expliquais, vous faites une tâche à la fois. Vous découpez, le principe c'est ça en fait. Hein. C'est que au lieu d'étaler, justement, chacun part sur quelque chose en parallèle. De toute façon, si vous avez des validations de systèmes de pull request et de validation d'autres développeurs, ce temps, vous allez le prendre, vous allez avoir cette gestion asynchrone comme j'expliquais au début. Là, pour moi, et si vous le faites, vous avez des délais courts. Comme je vous l'ai dit, vous n'êtes pas plus long en faisant ça. Vous êtes droit au but, plus efficace. Par contre, vous avez mis plus de ressources pour le faire. Mais le partage du savoir, c'est le bénéfice. Le partage des connaissances, c'est le bénéfice de tout ça. Le fait que tout le monde puisse répondre aux questions sur la fonctionnalité, tout le monde peut répondre justement sur les différents projets. On a moins des équipes spécialisées. Je sais que ça se fait des fois, d'avoir des équipes très spécialisées. Nous, on n'est pas trop pour. On préfère, déjà par préférence, des fois on aime bien passer de faire du front, des fois on aime bien changer, faire du back, etc. Je sais que certains préfèrent se spécialiser et ça peut. Nous on ne fait pas ça. Voilà, j'espère avoir bien répondu à ta question. Je vais répondre la suivante. Merci pour vos réponses et surtout tous les points négatifs que vous mettez en avant, déjà, parce que ça rassure. Et j'avais juste une question par rapport à un éclaircissement sur, je n'ai pas bien compris personnellement en tout cas, si vous faites 100% du mob programming ou si vous avez quand même des avantages à faire des sessions solo à des moments, et si oui, dans quel cas? Alors nous, on essaye d'éviter, moi dans mon équipe j'essaye d'éviter, puisque avec mais c'est pas forcément simple, parce que des fois j'ai des réunions, etc., je suis appelé ailleurs, etc., je peux pas être là tout le temps, donc on repasse dans de la synchrone un peu, j'essaie de rattraper assez vite pour que je ne bloque pas les gens. On a des équipes qui ne font pas du tout de mob, comme je vous disais, on en a plusieurs, et d'autres qui font du mob de temps en temps. Mais il y a toujours ce problème qu'on n'arrive pas, on n'a pas de solution clé en main pour ça, c'est quand on oscille entre le mob et le pas mob dans la même journée.
ce qu'on gagne avec le temps, c'est qu'on est réellement, comme je disais au début, c'est assez fatigant. Les premières sessions sont très fatigantes, les premières semaines, c'est épuisant. C'est beaucoup plus décontracté par la suite. Une fois qu'on commence à se connaître, qu'on commence à savoir le faire, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide. Donc oui, on peut se permettre de faire la journée complète. Surtout pour un lead, j'imagine. Surtout pour un lead. Merci. Bonjour. Hop, à droite. Oui, pardon. Excuse-moi. Merci beaucoup pour la presse, c'était clair. Petite question, est-ce que tu as déjà mis en place ou des retours d'expérience avec des équipes qui sont soit en full remote, soit en hybride sur plusieurs sites? Non. Non, je ne l'ai pas mis en place. Ça peut être compliqué. Alors, comme j'ai mis tout à l'heure en référence, c'était Code Together. C'est un plugin, je ne sais pas si vous connaissez. Ça permet de partager l'écran, de partager l'IDE, etc. Quelqu'un peut prendre la main. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Pendant le Covid, on l'avait utilisé. Mais maintenant, nous, on est souvent, vu qu'on est en Scrum, l'agilité qui nous dit qu'il faut privilégier les interactions entre les personnes, on fait peu de télétravail en ce moment. On est plutôt en équipe, donc non, j'ai peu de retour là-dessus. Mais c'est vrai que ça peut être compliqué. Après, si on est tous en remote, pourquoi pas? Voilà. Oui. Petite question, moi, c'est plus sur comment vous choisissez vos sujets, parce que nous, on fait régulièrement du mob programming, mais j'ai du mal à motiver mes développeurs en tant que lead pour proposer un sujet pour faire du mob, en fait. Ouais. Les sujets. Alors, nous, comme avec mon équipe, on fait comme ça, on fait comme ça. Donc, il n'y a plus de débat, on fait comme ça, c'est plus pratique. Alors, des fois, parfois, ils en ont marre, et des fois, on change d'équipe. Hein. Mais comme moi, parfois, j'en ai marre de mes développeurs, je dis, allez voir ailleurs, allez passer à une autre équipe avec un autre lead, et on fait tourner les équipes de manière régulière. Pas régulière, c'est pas tous les jours, mais tous les 6 mois, on tourne. Le choix, est-ce qu'il y a des sujets, en gros, qui s'y prêtent plus? Non, puisque nous, on travaille en Scrum, donc on découpe les tâches, etc. Là, c'est juste qu'on les découpe encore plus finement pour les faire rentrer dans les sessions de Pomodoro. Enfin, alors, pas au niveau de la planif, on fait ça. Hein. On fait ça ensuite entre développeurs lors de la session de mob, pour le découpage fin de chaque tâche qui doit rentrer dans les 25 minutes. Mais les sessions, c'était développeurs qui proposent j'ai telle tâche, je veux faire ce mob programming Moi, je le fais tout le temps. Je sais qu'il y a une autre équipe qui en fait de temps en temps, et c'est vraiment à la demande, à la demande des développeurs ou du lead. Alors, est-ce qu'il y a des trucs qui s'y prêtent plus que d'autres? Franchement, des fois, quand on attaque du front, il n'y a pas de problème. C'est assez utile aussi, même pour faire simplement du CSS, etc. Ah, t'as pensé ça? Regarde, attends, quand tu passes en responsive, ça fait ça. Fais-le comme ça, regarde. Il y a plein de petites astuces, de petits tips. Pareil, hein, il y en a qui sont plus ou moins forts en CSS, et donc on s'équilibre tous. Et pareil, quand on commence à arriver sur du back où c'est du PHP avec du framework, je ne pense pas qu'il y ait une tâche plus que d'autres qui s'y prête. On peut le faire sur beaucoup de sujets. C'est pas les sujets, mais c'est vraiment comment réussir à motiver les développeurs à proposer un sujet, parce que j'ai l'impression à chaque fois que moi, en fait, c'est vraiment, ils ont l'impression de s'exposer. C'est exactement ce que je disais, c'est qu'ils s'exposent et qu'il faut mettre de l'énergie. Il faut mettre de l'énergie, en effet. C'est pas qu'ils ont l'impression de s'exposer, ils s'exposent au regard des autres, ils s'exposent à vous, il y a quand même une dépendance, si vous êtes lead développeur, il y a quand même une dépendance hiérarchique, ou une certaine dépendance. Mais justement, elle s'efface avec le temps. Puisque, comme je disais, on fait tous des erreurs. Moi, le premier, je suis arrivé, tout à l'heure, j'ai fait une erreur dans la presse, parce que j'ai oublié de parler de choses, c'est comment tourner le clavier. Mais voilà, on montre ses faiblesses, et ils se rendent compte que, en fait, nous aussi, on fait des erreurs, et que eux aussi, on ne va pas les sortir la guillotine pour ça. Hein. Voilà, tout simplement. On est arrivé au bout du temps. Donc on va remercier Julien. Puis s'il y a encore des questions, Julien est là avec nous. Donc vous pouvez continuer à poser des questions sur la suite. Merci à vous.